Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cet amphithéâtre historique. Merci à l'ICH, au CNAM, merci à Gilles Godefrin de nous avoir concocté, ou plutôt nous accueillir dans cette lieu magique chargé d'histoire. Ce soir, en fait, pour cette première masterclass de Financia, nous avons souhaité mettre en exergue, de mettre une relation entre l'économie et l'immobilier. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une période en pleine mutation, en pleine révolution technologique. Nous verrons si ça va impacter à la fois le secteur, ou plutôt les secteurs, puisque nous sommes dans une approche souvent où il faut aborder les sujets de manière transversale, la transversalité de l'économie et également de l'immobilier, qui pèse un poids extrêmement important, 20% de l'économie française. C'est 3 fois le PIB mondial, si on prend la valorisation de tous les actifs immobiliers tertiaires, commerciaux et résidentiels dans le monde. Donc, de véritables enjeux, des enjeux aussi liés par rapport au contexte. Nous sommes aujourd'hui, vous êtes plutôt une nouvelle génération qui consommons du logement différemment que ce que l'on consommait il y a encore une vingtaine d'années. De même, au niveau de l'investissement, ça a évolué. Nous sommes aujourd'hui dans une période où, par exemple, nous utilisons des mètres carrés de bureaux différemment. On voit partout, dans toutes les grandes métropoles mondiales, l'émergence du coworking qui est en train de se généraliser dans les métropoles mondiales. Pareillement, le coworking, mais aussi le co-living, le co-sharing sont également présents. Pour justement que cette masterclass puisse se faire, j'ai le plaisir de vous présenter une personne que j'apprécie depuis très longtemps. C'est une personnalité extrêmement attachante, intéressante, avec une ouverture et surtout une vision de l'immobilier comme je l'ai jamais rarement vu, avec une approche économique et surtout une approche transversale. Guy Marty, bonjour. Bonjour. Ah, je mets le micro. Bonjour. Aujourd'hui, Guy Marty est vice-président du pôle compétitivité, finance, innovation. Donc là aussi, d'autres activités. Et donc, il nous en dira peut-être 2 mots tout à l'heure. En tout cas, Guy Marty, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour échanger autour de cette thématique, immobilier et économie, au cœur du XXIe siècle. Guy Marty, première question que j'ai à vous poser. Où en sommes-nous? Alors déjà, merci pour cette présentation bien sympathique. Et alors, avant de répondre, j'aimerais faire une remarque liminaire, c'est que nous sommes dans un lieu symbolique qui a tout à fait à voir avec le sujet d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans une salle où Jean Fourastier avait enseigné. Bon, Jean Fourastier, j'imagine que plusieurs d'entre vous le savez, avait en 1946, sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, écrit un livre qui s'appelait « Le grand espoir du XXe siècle ». Et 30 ans après, 29 ans, en 1975 exactement, il avait écrit un autre livre en disant « Voilà ce que j'avais écrit en 1946, et on va comparer avec ce qui s'est passé ». Quel autre économiste, y a-t-il dans l'histoire de l'économie beaucoup d'économistes qui peuvent se vanter de cela? Et pourtant, qui lit Jean Fourastier aujourd'hui? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes dans une période absolument étonnante où je dirais que plus le monde change, moins on le comprend, plus on parle fort. Et je sais bien que au début d'une année universitaire, vous pensez que vous allez apprendre plein de choses. Donc moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il faut peut-être aussi apprendre à désapprendre, c'est-à-dire à ne pas entendre tout le bruit qui est fait, tout ce qu'on nous raconte, les idées ambiantes. Parce que ceux qui, aujourd'hui, parlent, écrivent, sont à la mode, ne décrivent pas le monde de demain, ils nous décrivent plutôt ce qu'ils ont dans la tête, et c'est souvent des références d'hier. Je vais vous donner 2 exemples. Vous avez sûrement entendu dire, je suis désolé Nicolas, je suis un tout petit peu long, mais j'aimerais faire une introduction de méthode. Vous avez sûrement entendu dire, c'est génial,
les organisations internationales que sont la Banque Centrale Européenne, que sont le FMI, sont en train de relever à la hausse les prévisions de croissance de la France pour 2018. On ne serait plus à 1,7, on serait à 1,8. Bon. Et personne ne rit. Personne ne rit. Et c'est ça qui est étonnant. Parce qu'en réalité, on sait bien déjà qu'à 0,2 ou 0,3% près, en matière de croissance du PIB, on dit ce qu'on veut. Il n'y a pas cette précision, si vous voulez. 0,1%, ça n'existe pas en précision dans le PIB. Et la deuxième chose, que veulent dire ces chiffres? Est-ce que vous savez que Google, par exemple, qui est quand même l'un des premiers chiffres d'affaires du monde, n'est pas dans le PIB? Et c'est normal, puisque l'utilisateur final de Google ne paye pas. Ce sont les entreprises ou ceux qui veulent faire de la publicité qui payent Google. Donc Google est entièrement dans les consommations intermédiaires. Donc ce qui est une partie importante, et il n'y a pas que Google, hein, de l'économie d'aujourd'hui, n'est pas dans le PIB. Wikipédia n'est pas dans le PIB. Si on va plus loin, autrefois, y compris pour les affaires, on écrivait des lettres. Aujourd'hui, on envoie des mails, des SMS, on écrit sur LinkedIn. Donc, d'un côté, il y a une augmentation fulgurante des communications, des échanges, qui ne sont pas mesurés dans le PIB, et de l'autre, il y a un effondrement de cette partie-là, le timbre, qui elle est dans le PIB. Donc on n'a plus de boussole. Et au lieu de se dire qu'on n'a plus de boussole, on se cramponne. Hein? Deuxième exemple. Ces temps-ci, on nous parle énormément du scandale des inégalités dans le monde. Alors, c'est vrai, c'est choquant. Hein? Si on le dit de façon très très simple, on dirait, voilà, on est 7,5 milliards sur la Terre. Le fond du fond, c'est qu'il y a 1 milliard de personnes dont on ne connaît pas du tout la souffrance. On n'en sait rien, on n'a pas de statistiques parce qu'ils n'ont pas de portable, ils n'ont jamais vu un ordinateur, ils n'ont pas d'électricité chez eux. Donc il existe une vraie pauvreté. Mais quand on se focalise sur les inégalités entre capital et travail, enfin je ne sais pas, donner des noms et des adresses, vous les avez comme moi. En fait, on oublie de dire qu'entre 1950 et aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité, d'abord la mortalité infantile s'est totalement effondrée partout dans le monde. Ensuite, l'allongement de la vie pour aller vers 60, 70 ans et plus s'est produit partout dans le monde, y compris dans des pays qu'on croit pauvres. Donc il s'est passé quelque chose. Le niveau d'éducation, où il y a un critère très simple pour l'éducation, c'est, je suis désolé, mais c'est comme ça, l'humanité vient de là, c'est l'éducation des filles. Bon, l'éducation des filles a progressé, enfin la scolarisation des filles a progressé d'une façon fabuleuse. Autrement dit, quelqu'un viendrait de Sirius aujourd'hui, n'aurait pas nos idées, n'aurait pas toutes nos idéologies, toutes nos controverses, etc., et regarderait l'évolution de l'économie sur 2-3 siècles et dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait ?» On vient, sur à peine 60-70 ans, de vivre une première historique qui est un miracle complètement démesuré. Et donc, dire « il y a des inégalités », c'est vrai, c'est bien de le dire. Parce qu'il y a des poches de pauvreté. Mais vous savez, quand on ne mange pas en relatif, hein, on mange en absolu. C'est-à-dire que ce qu'on a dans l'assiette, c'est ce qu'on mange. Or, cette assiette-là, et le niveau de vie, il a considérablement augmenté. Il y a aujourd'hui, par une action qui s'est faite sur à peu près 30 ans, autant de Chinois en Chine qui ont le niveau de vie des Européens en Europe. Vous allez en Corée du Sud, vous voyez un peuple qui vient de faire, dans les 20 dernières années, ses 30 glorieuses. Et il y a plein d'endroits du monde, parlons de l'Inde, etc., qui ont énormément progressé. Donc, il faut déjà voir ça et se dire, que se passe-t-il? On a à la fois un élan économique formidable
qui a et qui est en train de transformer le niveau de vie des gens, et on a effectivement des poches de pauvreté. Alors quand je lis encore récemment sortir en librairie des traités d'économie qui nous racontent, ou des émissions de télé qui nous racontent qu'il y a plus en plus de gens malheureux sur la Terre, que c'est terrible, que le progrès avec des très très riches crée des conditions épouvantables pour l'humanité, j'ai dit attention, mettons des points de repère. Hein. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire c'est le moment d'avoir un esprit critique. Parce que nous vivons une période totalement bousculée, et au fond, on a bien les idées qui marchaient pour la situation d'hier, on n'a pas encore trouvé les bonnes idées pour la situation de demain. Donc, on va essayer. Je vais maintenant répondre à tes questions, Nicolas, mais ce que je dois dire, c'est que pour parler économie immobilier, je ne vais pas vous donner une doctrine, je ne vais pas vous donner une sorte d'enseignement tout fait, je vais plutôt essayer d'attirer votre attention dans certaines directions. Donc, par où on commence? Alors, tu as toujours anticipé les innovations qui se sont produites dans le passé. Donc, avant de parler d'aujourd'hui et demain, d'un point de vue économique, première question, c'est en fait, si on se réfère aux années derrière nous, c'est-à-dire hier, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait de ton éclairage en tant que personne, que professionnel? Quelle est ton observation? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme bilan par rapport à ces années où en fait il y a eu comme dans chaque décennie en fait des modifications profondes, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus ou quel constat tu pourrais faire? Alors, si on essaye de faire un bilan, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'économie a trois caractéristiques, à mon avis, essentielles. La première, c'est qu'elle est financiarisée. La deuxième, c'est qu'elle est mondialisée. Et la troisième, c'est qu'elle est en train de se digitaliser. Alors, financiarisée, ça me paraît un point important parce que toujours mal compris, encore aujourd'hui. Ce qui est assez fascinant, c'est que, alors je suis désolé, je dois probablement être le doyen de la salle, désolé, mais quand j'étais étudiant, il y avait déjà assez peu d'enseignement économique, mais il n'y avait pas du tout d'enseignement de finance. Aujourd'hui, la finance est partout. Donc il s'est passé quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les théories financières d'aujourd'hui ne sont pas neuves du tout, c'est de la vieille, très vieille marchandise. Ce n'est pas la finance qui a changé, c'est la finance qui est arrivée au pouvoir. Autrement dit, il y a, on va dire, un demi-siècle, vous aviez un modèle d'entreprise avec un président et avec différentes fonctions, une fonction relations humaines, une fonction production, une fonction qualité, une fonction marketing, une fonction finance. Et aujourd'hui, le directeur financier est devenu président. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Et ça, je regrette beaucoup que ce ne soit pas dans les manuels d'économie et que ce ne soit pas dans les enseignements, parce que c'est vraiment le tissu de ce qui est arrivé et de ce qui va nous arriver demain. Parce qu'on n'en a vu qu'une partie. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est que toutes les grandes erreurs d'économie en matière de prévision relèvent d'un facteur, si on prend simplement les grandes erreurs du XXe siècle, et celles du début du XXIe. Où est-ce qu'on s'est trompé? On s'est trompé quand on n'avait plus affaire à des flux, mais à des stocks. Autrement dit, tous les progrès de l'économie, de la science économique, ont été du côté des flux. La croissance, c'est mesuré par un flux, le flux de production. L'épargne, c'est un flux. C'est l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Bon. Le stock n'existe pas dans la théorie économique. Et c'est là qu'on a eu les points aveugles, les angles morts, vous savez, les fameux angles morts. Celui qui fait que votre voiture est abîmée et vous n'avez pas compris comment c'est arrivé. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que sur le mot épargne, il y a un sinistre malentendu. Nos économistes et nos gouvernements nous disent l'épargne, c'est l'écart entre revenu et consommation. Aucun de nous ne raisonne comme ça. Nous, on raisonne, j'ai mis tant de côté par mois, ou j'ai mis tant de côté finalement. Donc pour nous, c'est un stock.
Historiquement, l'épargne était toujours détruite. Elle ne s'est jamais accumulée. C'est-à-dire que le stock d'épargne était toujours entre 5-10% du PIB. Seulement voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les fameuses 30 glorieuses. Il y a eu l'élévation du niveau de vie. Il y a eu l'allongement de la vie. Il n'y a pas eu de grandes guerres. Il n'y a pas eu de grandes épidémies. Donc dans tous les pays avancés, les gens ont commencé à épargner plus. Et puis quand est-ce qu'on peut vraiment épargner? Quand on a payé la maison et quand on a élevé les enfants. Et là, deuxième moitié du XXe siècle, on aurait pu à cet âge-là. On continuait à exister. Et c'était le moment où on commençait à gagner plus, donc on pouvait épargner. Et en plus, il y avait ce phénomène fabuleux qu'une seule génération aura connu. C'est qu'on s'est dit, et on a pensé, on va vivre plus longtemps que nos aînés. C'est pas on va vivre vieux, c'est on va vivre plus longtemps, avec une part d'inconnu. Donc, comme on va vivre plus longtemps, il va falloir mettre de l'argent de côté. En plus, comme c'est à l'âge mûr qu'on peut épargner, on peut le faire. Et tous les pays avancés ont constitué des stocks d'épargne. Alors, aux États-Unis, dans les années 80, en Europe et dans les autres pays de l'OCDE, type Japon, Australie, etc., dans les années 90, le stock d'épargne est arrivé à représenter le montant du PIB. Aujourd'hui, il représente 2 fois le PIB. Alors, dans le stock d'épargne aujourd'hui, quand j'ai 2 fois, je donne une petite précision. Le PIB mondial, vous savez, est à peu près de 40 000 milliards de dollars. Moi, je ne sais pas compter en milliards de dollars, mais ce n'est pas grave. Et le stock d'épargne est à peu près, on peut dire, il est compris entre 80 000 et 100 000 milliards de dollars. Là, on arrive à des choses qui sont assez difficiles à évaluer. C'est pour ça que quand on parle de 0,1% de PIB, j'ai envie de sourire, parce qu'à 10 000 ou 20 000 milliards de dollars près, on ne sait pas combien on a de stock d'argent, si vous voulez. C'est quand même assez intéressant. Mais dans ce stock, mettons 80 000, il y a 2 tiers de l'épargne des ménages et 1 tiers de réserve des pays exportateurs. Bon. C'est colossal. Et comme cet argent-là, il est géré de façon très pyramidale, on a donné un pouvoir à quelqu'un qui avait un portefeuille. Vous savez, les grandes compagnies d'assurance, les grands fonds de gestion, etc., ils sont très peu au monde, mais ils gèrent des sommes colossales. Et donc, on a créé un nouvel acteur. Avant, on avait production, distribution, consommation, et maintenant, on a un 4e acteur qui est le financier, et qui, lui, a un certain pouvoir. Alors, ça change beaucoup de choses. Puisqu'on est dans l'immobilier, imaginez, d'un seul coup, tous les financiers décident d'acheter des beaux immeubles à Paris. Les valeurs vont monter. Ça n'a rien à voir avec la valeur économique d'utilité de l'immeuble. Ça a juste à voir avec la quantité de capitaux. Donc avant, un immeuble était sur 2 marchés. Il était sur le marché de l'utilisation et il était sur le marché de la construction. Vous aviez des entreprises qui utilisaient des bureaux. Bon. Et si jamais les promoteurs construisaient plus, ça faisait plus d'offres de bureaux, donc les prix baissaient. Et puis si les entreprises étaient plus prospères et utilisaient plus de bureaux, hop, ça faisait monter les prix des bureaux ou les loyers. Bon. Aujourd'hui, chaque immeuble est sur un 3e marché, qui est sur le marché des capitaux. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il y a spécialement une bulle, ça veut dire qu'il y a une quantité d'argent, il faut bien que cet argent se place. Voilà. Donc, cette financiarisation, il faut bien comprendre que ce n'est pas une bulle. C'est juste une quantité de l'argent. Et si vous avez un peu d'argent de côté, vous n'avez pas envie que ça éclate. Et le problème, c'est que nous sommes quelques milliards à ne pas avoir envie que ça éclate, parce qu'on a mis chacun un peu d'argent de côté. Et il y a des pays qui n'ont pas de système de retraite comme le nôtre, qui ont plutôt un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire par épargne. Donc n'ont surtout pas envie que ça explose. Donc la financiarisation, il faut bien voir que c'est un facteur qui est apparu soudainement, sans être prévu par les manuels d'économie, dans lequel on a fait 2 inventions absolument terribles. D'abord, on a inventé un monsieur Picsou en chair et en os. Je m'explique. Bon, vous connaissez Picsou, là, dans Walt Disney. Et il ne pense que argent.
Or, on n'avait jamais eu ça avant. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez le capitalisme d'autrefois, si vous voulez, les grands aventuriers de l'industrie, etc., pourquoi ils voulaient devenir riches? C'était pour emmerder les copains, ou c'était pour le pouvoir, ou c'était pour la gloire, ou c'était pour... voilà, mais ils avaient des raisons. Mais c'est des gens qui vivaient. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui travaille dans la sphère financière? C'est quelqu'un qui est financier pur de 8 h du matin à 5 h du soir, et qui, quand il rentre chez lui, redevient quelqu'un de complet. Or, le financier pur, ça n'avait jamais existé dans l'histoire. Celui qui ne fait que de la finance. Et ça donne des choses étonnantes. Parce que, par exemple, vous avez quelqu'un qui gère une SICAV. Simple. Il est à la Poste, par exemple, il gère la SICAV de la Poste, Action. Bon. Il n'est pas là pour acheter des entreprises, des actions d'entreprises qui chouchoutent bien leur personnel. Il n'est pas là pour acheter des actions d'entreprise qui ne polluent pas l'environnement. Il est là pour apporter de la rentabilité. Et à la base, nous tous qui sommes les souscripteurs de SICAV, on lui demande d'apporter de la rentabilité ou de bien préserver la valeur. Donc lui est obligé d'être un financier pur et cynique. Et cet animal-là, c'est l'humanité qui l'a créé à la fin du XXe siècle. Quelqu'un qui n'existait pas avant. Alors après, on est surpris. Et c'est le deuxième point. On invente des crises financières très particulières. La bulle Internet, la crise des subprimes, etc. C'est quoi? On nous dit, les financiers ont fait des bêtises. Ben oui. Bon, déjà, je dirais que si les Lehman Brothers s'étaient appelés Lehman Sisters, peut-être que ce ne serait pas arrivé pareil. Mais, surtout, ce qui s'est passé, c'est que on ne sait pas comment les gérer, ces gens-là. Puisqu'ils sont prévus nulle part. Ils ne sont pas dans les manuels. Les politiques n'avaient pas l'habitude. Donc, quelque part, l'humanité vit son adolescence avec la finance. Et on n'a pas trouvé l'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette sphère financière? Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau partenaire économique? Et là, on n'a pas encore trouvé les solutions. Donc la financiarisation est quelque chose de très très important, notamment parce qu'elle va retomber sur l'immobilier, elle est en train de retomber sur l'immobilier, à cause justement de la crise des subprimes, à cause de la crise de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Les financiers se sont tous aperçus que leur modèle n'avait pas si bien fonctionné que ça. Vous savez, on vous apprend le couple risque-rentabilité. Plus j'ai une rentabilité forte, plus il faut que j'accepte du risque. Et donc, on va classer les placements comme ça. Et toute la théorie financière récente était basée là-dessus, c'est-à-dire que pendant 20 ans, on achetait ou on constituait les portefeuilles en fonction du risque et de la rentabilité. Sauf que ça a mal vécu la crise de 2008. Donc, on cherche d'autres critères. Et quand on cherche d'autres critères, on s'aperçoit que, tiens, l'immobilier est pas mal. Imaginez maintenant 80 000 milliards de dollars, comme ça, qui sont sous gestion, qui se disent, je vais les faire parler un petit peu, qui se disent, tiens, on est beaucoup en emprunt d'État, c'est un peu moins sûr, si on se mettait un peu plus vers les infrastructures ou l'immobilier. Allez, on va mettre 1%. Vous savez ce que c'est, 1% de 80 000 milliards de dollars? Si ça tombe tout de suite, on fait sauter tous les marchés immobiliers du monde. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que cette grande masse d'argent décide de revenir un peu plus vers l'immobilier. Alors, heureusement, quand ça bouge, c'est toujours très lent, c'est très long, et on en a pour 20 ans. Donc, on aura le temps de s'y faire. Mais ça va beaucoup changer, l'immobilier. D'abord, parce qu'on voit bien que les prix de l'immobilier dans le monde, partout, dans les villes, ont beaucoup évolué, quelle que soit la nature de l'immobilier. Et puis surtout, cette sphère financière commence à nouveau à être prise à son propre piège. Parce que, comme on achète tous le CAC 40 ou le Dow Jones ou le SP500, etc., on est sur un petit périmètre. On veut des immeubles qui soient bien situés, qui soient de belle qualité, qui soient bien loués, etc. Donc, on est en train de faire monter les prix entre nous. Donc, on ne peut pas. Et donc, le côté absolument extraordinaire, et sur lequel on reviendra peut-être, c'est qu'aujourd'hui, les financiers se disent, on ne pourra pas. Donc, on va devoir rentrer dans la chaîne industrielle et commencer à dire, et si nous, on participait à la refabrication des villes pour l'économie de demain. Donc ça peut se transformer en vertueux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des risques, il y a des vertus, la financiarisation a une importance considérable dans l'économie. Et ça vaut la peine de la comprendre un petit peu. Alors, ça c'est le premier point.
hein, financiarisation. Deuxième point, mondialisation. Je n'ai pas trop besoin de m'y attarder, vous savez ce que c'est. On pense généralement que la mondialisation, c'est le monde qui s'ouvre. Et ce n'est pas vrai, c'est le monde qui rentre chez nous. Hein, il faut le voir très simplement. C'est le monde qui rentre chez nous, c'est nous qui sommes bousculés. Ce n'est pas nous qui allons un peu plus en Afrique, un peu plus au Venezuela, un peu plus en Chine. C'est le monde entier qui rentre chez nous. C'est les prix de nos marchandises, comme de nos immeubles, comme de nos entreprises, qui ne sont plus à Paris, ou à Lyon, ou à Besançon, mais qui se font aussi à New York, à Shanghai, à Mexico. Alors, cette mondialisation-là, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude. Et ce n'est pas seulement du Coca-Cola et autre chose, mais c'est en fait une moyennisation assez étonnante et qui va changer beaucoup de choses dont on n'a pas tout à fait pris conscience. Vous savez, on a actuellement un homme qui écrit des choses et qui dit des choses très intelligentes, qui est Michel Serres. Bon. Michel Serres vient de pondre un tout petit livre qui s'appelle « C'était mieux avant ». Alors, le début de son livre est savoureux. Vous savez, il dit, voilà, Pépé Ronchon explique à Petite Poussette qui est chômeuse ou en CDD que c'était mieux avant. Alors, il dit, ça tombe bien, parce que moi, avant, j'y étais. On était gouverné par des Mao Tse-tung, par des Staline, par des Hitler, rien que des braves gens. Hein, et puis, il continue pour raconter un peu le passé. Mais il dit quelque chose d'étonnant. C'est que lui, qui est né en 1931, quand il est arrivé à Paris, on ne le comprenait pas. On ne comprenait pas son accent. Lui qui a fait après des études si brillantes. Qu'est-ce qui a nivelé les accents en France? C'est la télé. Et on a oublié tout ça. C'est-à-dire qu'on a vécu des évolutions qu'on a complètement gommées de notre passé, parce que finalement, on vit au jour le jour, on ne se souvient plus. On ne se souvient plus qu'il y a encore quelques décennies, un habitant de Lille ne comprenait pas un habitant de Marseille. C'est ce que raconte Michel Serres dans ses propres aventures. Et beaucoup de petites choses comme ça. Au niveau de la mondialisation, c'est très intéressant, parce que vous voyez, on parle généralement du nombre de garçons ou filles qui ont passé leur bac scientifique. Ben oui. Mais rien qu'en Inde, chaque année, il y en a 1000 fois plus. Ça va faire quoi quand tout ce monde-là va bouger, hein? Et puis la mondialisation, c'est le déplacement des marchandises, ça, on commence à avoir l'habitude, c'est le déplacement des capitaux, on a l'habitude, c'est aussi le déplacement des gens. Et les migrants, bon, on a réservé le qualificatif de migrants aux gens qui sont de mauvaises conditions. Mais il y a de plus en plus de migrations de toutes sortes, comme à certains moments de l'histoire. Et là, on rentre dans une période de migration importante, en haut comme en bas de l'échelle. Ça va changer l'immobilier. On va devoir avoir en permanence des locaux pour migrants. Hein? Donc sur cette mondialisation, moi je dirais, on a commencé à en voir pas mal. On n'a probablement pas vu grand-chose, mais je ne sais pas s'il y a trop à dire là-dessus. Alors par contre, le dernier point, c'est la digitalisation. Où là, il se passe beaucoup de choses, puisque ça va déboucher après sur la robotisation, sur l'intelligence artificielle. Ce que je voudrais dire, c'est que la digitalisation, elle a commencé à attaquer la forteresse immobilière. Hein? Beaucoup d'entre nous s'imaginions, il y a encore quelques années, que la construction de maisons, question de gain de productivité, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben oui, mais on vient d'inventer le BIM, Business Information Model. Ça veut dire que sur une tablette, tout le monde, tous les corps de métier, tout le monde, donne toutes les informations, et ça veut dire qu'on peut faire venir dans tel immeuble l'électricien de 10h12 à 10h48, et puis le menuisier passera de 10h49 à telle heure, etc. On est en train de se préparer des gains de productivité colossaux en immobilier, c'est-à-dire une chute vertigineuse des coûts de construction, qui, là, c'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu. Hein? On avait vu certains produits baisser complètement de prix. Hein? On a vu l'alimentation et l'habillement complètement s'effondrer dans le budget des ménages. Mais là, on va voir maintenant, avec une digitalisation, l'immobilier lui-même, qui était quelque chose de dur, très actif, réel, commencer à bouger énormément. Hein? Voilà ce que je pourrais dire sur où on en est aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors justement, en partant du postulat où le financier s'est invité à tous les étages
de l'économie et du monde de l'entreprise. J'en arrive en fait aussi, et je voudrais que tu me dises ton sentiment, puisque nous sommes aujourd'hui dans un environnement depuis une quinzaine d'années, mais qui perdure aujourd'hui, où le loyer de l'argent, c'est-à-dire le coût, n'a jamais été aussi bas. Donc, grâce aux politiques des banques centrales, notamment celle de la Fed américaine sous Greenspan, on a commencé à avoir une politique de QE et des taux négatifs, voire proches de zéro. Aujourd'hui, la BCE continue toujours d'appliquer le QE avec la Banque du Japon. Donc chaque mois, il y a à peu près 100 milliards de dollars qui sont injectés sur le marché monétaire. Des taux qui n'ont jamais été aussi donc bas, attractifs. Et en même temps, l'appréciation des actifs financiers et immobiliers ne s'est jamais aussi bien portée, puisqu'on a battu les fameux 20 000 points au Dow Jones il y a quelques semaines. Les indices immobiliers dans les grandes métropoles du monde battent des records. Et en même temps, on a un petit sentiment que l'économie réelle, ou autrement dit l'économie de proximité, eh bien, n'en profite pas. Donc j'aimerais avoir ton sentiment par rapport à ça, parce qu'on est aujourd'hui dans le monde réel, c'est-à-dire un monde fait de petites et de moyennes entreprises. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre finalement cette masse d'argent considérable auquel les grands argentiers peuvent l'obtenir à moindre coût, et des acteurs petits ou moyens qui ont peut-être du mal de l'obtenir pour se développer, se financer et donc créer des emplois? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Il n'y a rien de ce qui se passe en ce moment qui est dans les manuels. C'est vraiment ce qui m'énerve beaucoup quand j'entends des analyses, entre guillemets, sur ce qui se passe aujourd'hui, on devrait faire ceci, on devrait faire cela, ou il se passe cela. On est totalement dans leur piste. L'humanité est dans plein de premières fois. On n'a pas d'expérience pour comparer. On n'a jamais connu, par exemple, une société dans laquelle tout le monde avait l'espoir de vivre jusqu'à 70 ans ou 80 ans. C'est terrible, des vieux qui ne veulent pas partir. Et je veux dire, à tous les égards. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu une société, par exemple, avec des antidouleurs. Ça a l'air de rien, mais c'est une différence colossale. On n'a jamais connu une société avec une quantité d'argent. Il y avait des riches, bien sûr, il y a toujours eu des riches. Mais il n'y avait jamais eu une masse d'argent qui compte comme un énorme acteur économique. Et il y a plein de premières. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut essayer de ne pas confondre le brouillard et le dur. Les banquiers centraux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et j'ai envie de dire, on a eu des pompiers remarquables. Il y avait le feu. Ils ont mis de l'eau, ils ont mis de l'eau, ils ont mis de l'eau, ils ont aspergé. Bon. On n'a pas eu d'accident. On aurait pu, 10 fois. Vous savez, je me souviens, il me semble que c'était en 2010, on a entendu, je ne sais plus si c'est sur Europe 1 ou France Inter, un petit flash très rigolo. Enfin, moi, ça m'a fait rire, j'ai pas compris. On dit, voilà, cette nuit, la Banque d'Angleterre, la Fed, la BCE, je crois qu'il y avait la Banque de Singapour, la Banque de Chine, ont pris un accord pour blablabla. Bon, puis on est passé à autre chose. Je ne sais pas, si j'emmène mes enfants à l'école, et qu'en arrivant à l'école le matin, je vois 6 gros camions de pompiers, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non. Là, on avait juste dit, voilà, ils ont tous pris un accord dans la nuit. Vous pensez que les banquiers centraux s'amusent à prendre des accords dans la nuit, comme ça Non, le monde a failli casser ce jour-là. Et en fait, on a donc, pour la première fois dans l'histoire, complètement inondé de liquidités. C'est assez fascinant, parce qu'on ne sait pas comment on fait avec ça. On ne sait pas. On n'a pas de comparaison. Et en plus, plus on inonde, et moins il y a d'inflation. Alors là, c'est fini. Il n'y a
tous les manuels sont recalés, parce que si vous voulez, il faut quand même se dire la chose suivante. Normalement, en physique, hein, on va prendre l'exemple de la physique, qui est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'en physique, quand vous appelez Josette, vous ne tombez pas sur Paulette. Votre portable, il vous donne le bon numéro. Ça marche ou ça ne marche pas. Et comment on a obtenu ça? On a obtenu ça parce que, en physique, on considère qu'on ne discute pas avec la nature. À la limite, c'est ce que disait l'un des fondateurs de la méthode scientifique, Francis Bacon, on commande à la nature en lui obéissant. En économie, on ne fait pas ça. En économie, la réalité ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Mais vous imaginez un physicien en train de dire, quand même, ces atomes, ils exagèrent, hein, ils n'obéissent pas aux équations. Parce qu'on en est là aujourd'hui, dans la façon de traduire ce qui se passe. En fait, on inonde de liquidités et il n'y a pas d'inflation. Alors, je pense qu'un jour, on l'expliquera mieux. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a des effets déflationnistes extraordinaires, comme on sait que chaque progrès technique crée de la désinflation, si vous voulez, enfin détruit de l'inflation ou détruit de la valeur marchande, enfin détruit la valeur, enfin augmente la valeur de la monnaie, si vous voulez. Là, on est à un progrès scientifique tellement rapide qu'on crée une déflation, et à la limite, peut-être qu'inonder, c'est pas plus idiot que d'autres choses. Mais vous vous souvenez sans doute qu'il y a encore 4 ou 5 ans, vous aviez des personnes qui disaient « Oh là là là, on va avoir une inflation de chiffres, les banques centrales impriment trop de billets, etc. etc. » En fait, on est en terra incognita, on ne sait pas où on va. Et je préférais, par rapport à ces questions monétaires, dire qu'est-ce qui est en train de se passer déjà dans le monde réel. Or, finalement, banque centrale ou pas banque centrale, sachant qu'on avait besoin de pompiers à côté de l'école, hein, et que les pompiers ont fait leur travail. Bon, banque centrale ou pas banque centrale, le monde tourne. L'économie, au sens production réelle, est en train de se transformer. On a de plus en plus de commodités. On se sert de plus en plus des échanges sur Internet. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. On fait de plus en plus de découvertes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine de la robotique, etc. On avance. Moi, je ne sais pas où on va. Et j'ai plutôt envie de dire que le schéma que j'ai envie d'avoir, c'est plutôt le schéma... Voilà, vous imaginez. Bon, Erasme, vous connaissez. Bon. Qu'est-ce que Erasme a eu sous les yeux? Il a eu des disettes et des famines épouvantables. Il a eu une insalubrité et un manque d'hygiène épouvantable. Il a eu des guerres de religion épouvantables. Bon, Erasme meurt. Et puis il arrive chez nous. Puis un jour, il dit, tiens, je vais aller voir sur Internet un peu qu'est-ce qu'on raconte sur ma période. Et qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, mon garçon, ce que tu as connu, ça s'appelle la Renaissance. Comme intéressant. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui une vision correcte de ce qui est en train de se passer. Donc quand on vous parle de la 3e révolution industrielle, dites-vous, c'est idiot. Je ne dis pas que ce qui est en train de se passer n'est pas en train de se passer, mais qui a déjà annoncé une révolution avant qu'elle se produise? Par définition, si c'est une révolution, ça va nous prendre par surprise et ça va nous emmener ailleurs que ce vers quoi on s'attend. Donc il va se passer beaucoup de choses, mais je dirais que les facteurs financiers, on les gère à vue, les banques centrales gèrent à vue, exactement comme un pompier gère à vue, on l'appelle quand il y a le feu et il vient, il éteint le feu. Un pompier n'est pas un stratège sur l'aménagement de la ville. Bon, nos banques centrales sont des pompiers et elles font ce qu'elles peuvent. Je voudrais remarquer par exemple que le Japon a gagné. La Banque centrale du Japon, depuis 4-5 ans, travaille. Elle a fait des choses absolument ahurissantes, contraires à tout ce qui est dans l'orthodoxie financière, et finalement, le Japon commence à s'en sortir. Donc, certains commencent à comprendre qu'il faut peut-être désobéir aux idées classiques, forgées par l'expérience dans un monde différent, et essayer d'autres choses. Donc, moi, je ne sais pas du tout quoi dire sur ce qui se passe avec cette quantité d'argent. Ce que je peux dire, c'est que pendant qu'il y a de l'argent, il y a 4 modèles d'économie qui sont en train d'apparaître. Et je défie bien quiconque de me dire
lequel va commencer à dominer, ou quel équilibre il y a entre les quatre, ou s'il n'y en a pas un cinquième qui va apparaître. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'économie de l'usage, ou de la fonctionnalité. C'est Uber, Blablacar, Airbnb, etc. Ce qui est quand même rigolo, c'est qu'Airbnb est arrivé en quelques années, c'est devenu le premier hôtelier parisien. Mais c'est pratiquement devenu le premier hôtelier parisien avant que l'essentiel des gens en entendent parler. Et si on regarde bien, il y a là une véritable révolution, parce que celui qui a un appartement, oublions ceux dont on parle surtout, les marginaux riches qui prennent 4 appartements et qui louent, mais prenons la personne normale qui a, mettons, un appartement et qui loue Airbnb. Qu'est-ce qu'elle fait? On est quelque part en train de démocratiser, disons, le profit. C'est-à-dire que soit la personne dit, voilà, finalement, j'ai réduit mon coût, parce que j'ai loué Airbnb pendant 1 mois ou 2, j'ai réduit le coût de mon appartement, soit moi qui suis propriétaire, je deviens acteur économique différent. Or, en France, il y a 16,5 millions de propriétaires. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer vers quelque chose d'autre. On n'a plus besoin d'être un entrepreneur pour commencer à partager de la valeur ajoutée. En même temps qu'on fait quelque chose d'assez étonnant, c'est que le capital ne bouge pas et on l'utilise mieux. Donc cette économie de l'usage, en fait, elle nous emmène quelque part et ça va être un toboggan. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer comme ça, si les échelles vont suffisamment. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé l'économie circulaire. Ça, c'est génial, c'est la matière première, c'est le déchet, ou pas de déchets. L'économie circulaire, c'est que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Les feuilles qui tombent, elles font finalement de l'humus, ce qui va aider à pousser, etc. Une économie comme cela, ou ce type d'économie, a quelque chose d'extraordinairement vertueux, c'est qu'on extrait une fois les ressources de la nature, et on les fait tourner, les fait tourner, les fait tourner, les fait tourner. Et il y a déjà des expériences absolument époustouflantes sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on arrive finalement à créer beaucoup de richesses à partir d'une extraction de la nature. Bon. Ça peut donner, ça aussi, une économie assez différente. La troisième que je vois, c'est ce qu'on appelle l'économie du partage. Le summum, c'est Wikipédia, quoi. Mais il y en a d'autres. Il y a Linux, où il y a les ateliers réunis, où il y a, etc., etc. Cette économie du partage, elle est assez bluffante. Parce que finalement, elle donne accès à des choses auxquelles on n'avait pas du tout accès autrefois, sauf très cher. Et puis, elle transforme un peu tout le monde en producteur, consommateur, voilà, un peu comme l'économie d'usage. Donc ça aussi, avec l'économie du partage, si elle se développe beaucoup, ça peut complètement changer la donne. Et enfin, il y a l'économie de la qualité. Et cette économie de la qualité, on est en train d'y aller. Et là, on est en train de changer des habitudes terribles. C'est-à-dire que toute la société industrielle s'est faite sur l'obsolescence programmée. Fallait qu'une voiture, on la change au bout de 5 ans, parfois 10 ans, mais qu'on la change. Et quelque part, on construisait les voitures pour qu'elles ne durent pas. Alors, vous prenez par exemple Nespresso. Je prends cet exemple parce que le président de Nespresso l'a donné lui-même. Il a dit, moi c'est très embêtant, j'ai une machine Nespresso. Mais quand la machine est finie, si elle tombe en panne, mon client, il va aller dans un magasin. On va peut-être lui offrir la machine d'un concurrent. Et moi je ne vendrai plus mes capsules. Donc j'ai besoin, moi, Nespresso, de faire des machines éternelles. Et là, on revient sur quelque chose de vertueux. La voiture qui aurait duré 50 ans, si vous voulez. Ou je dirais pas le peigne qui va durer 60 ans, mais on a quelque chose de très intéressant. Et chaque fois, pour chacune de ces 4 économies, on a des tas d'antécédents dans l'histoire, mais jamais à une grande échelle. On savait qu'autrefois, le linge qu'on offrait aux jeunes mariés, après
bah, ça devenait des chiffons, puis après ça devenait des torchons, enfin, etc., si vous voulez. Mais il y avait une façon de rouler pour économiser. Mais aujourd'hui, on a les moyens de basculer. Alors, à partir de là, vous savez où on va? Et je voudrais dire plus, toujours pour rester sur l'économie, quitte après voir comment chacune de ces économies est en train de bouleverser l'immobilier. Parce que les quatre forces sont en présence là. Mais je vais dire plus, tout ce chamboulement, avec en plus les robots qui arrivent. Et les robots, c'est pas ce qu'on pense. Hein. Un robot, il peut être chirurgien, il peut être pilote d'avion. La seule chose que n'aime pas le robot et qu'il ne sait pas faire, c'est quand il faut improviser. Mais là où il se passe ça et je fais ça, le robot sait faire. Donc, avant, les machines remplaçaient les métiers, je dirais, les moins qualifiés. Demain, les robots vont remplacer les métiers les plus qualifiés. Donc, ça aussi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on repense nos systèmes sociaux, par exemple. Il faut qu'on repense nos systèmes sociaux de deux façons. D'abord, si jamais on va trop vite dans le progrès, il y a des gens qui n'auront jamais de travail, comment on le fait? Comment on maintient dans la société des gens qu'on ne sait pas employer? Ou bien est-ce qu'on crée d'autres activités qui peuvent être intéressantes pour la société? Et puis, le dernier point, et là je laisse Nicolas me poser questions et me guider, c'est qu'il y a un vrai problème sur la place d'une personne dans cette société qui va être différente. Pourquoi? Vous savez, on a l'habitude de dire, surtout autour du développement durable, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Ouais, mais on peut inverser la question. À quels enfants allons-nous laisser ce monde? C'est-à-dire qu'au moment où tout ça, ça se passe, est-ce qu'on est sûr que nos sociétés tiennent et qu'il y a vraiment une éducation des enfants qui fait qu'ils auront un esprit critique, qu'ils auront un esprit souple, qu'ils sauront s'adapter, qu'ils sauront être curieux, etc. Parce que sinon, le risque, ça peut être le rêve ou le cauchemar. Hein. Le cauchemar, ce serait le virtuel pour les pauvres et le réel pour les riches. Et le virtuel, dans ce cas-là, pour 80% de la population et le réel pour 20% de la population. Certains pensent à ça. Hein. Et puis le rêve, ce serait, bah, ça y est, l'humanité a enfin dominé la misère, la rareté, etc. Donc, par rapport à tout ça, moi j'ai envie de dire, l'économie de demain, 1, je n'en sais rien, 2, je proteste énergiquement sur ceux qui nous racontent où on va. Hein. Et j'en veux pour petite démonstration. Si vous aimez Asimov, si vous aimez Isaac Heinlein, Robert Heinlein, si vous aimez Bradbury, etc., c'est ces gens-là qu'il fallait lire après la guerre. Clifford Simak, hein, Clifford Simak avec Demain les chiens. C'est ces gens-là qu'il fallait les lire. Vous lisiez les prospectivistes d'après la guerre, vous regardez ça aujourd'hui, vous riez. Vous dites, mais c'est pas possible. Vous lisez les grands auteurs de science-fiction d'après-guerre, là, vous avez des esprits qui regardaient bien demain. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que la prospective nous raconte ce qu'on a envie d'entendre. Là où, dans certains domaines de liberté littéraire, vous avez des grands esprits qui nous racontent un peu plus le monde. Voilà. Donc, moi, je préférais être modeste et dire, je ne sais pas du tout où on va. Et par contre, je vais essayer de voir comment ces différentes tendances sont en train d'imprimer certaines directions vers l'immobilier, quoi. Alors justement, avant d'aller dans cette relation entre l'économie et l'immobilier, 2 remarques. Tu as parlé de l'économie du partage. Selon Price, en 2025, l'économie du partage dans le monde avoisinera les 330 milliards de dollars, donc ce sont des chiffres approximatifs, mais néanmoins qui montrent l'importance de l'évolution de l'économie du partage. C'est-à-dire de dire, essayons de trouver de nouveaux instruments pour regarder. Parce que, bon, j'aime bien les gens de Price, mais est-ce qu'ils pensent vraiment à demain? Il faut parler avec eux et dire, mais vous demandez quoi là? Vous nous dites quoi là? L'économie du partage, par Wikipédia, ça vaut combien? Combien le chiffre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Wikipédia, en fait, on peut obtenir de l'information sur cette encyclopédie gratuitement, mais via le moteur de recherche Google, qui lui, en fait, en tire des revenus via les mots-clés autour de Wikipédia, en fait. Hein. Donc, d'accord, donc c'est l'économie ancienne induite par l'économie nouvelle. Voilà, d'accord. Je suis difficile, hein, pardon. Justement, tu as fait référence à Airbnb,
Et c'est un cas d'école intéressant, parce que Airbnb, en fait, comme vous le savez, il ne possède rien. Hein. C'est un peu comme WeWork, il ne possède absolument pas d'immeubles de bureaux ou de locaux. Simplement, ils sont intermédiaires. Et aujourd'hui, WeWork, même s'ils ne sont pas cotés, ils sont valorisés 3 fois la valeur du groupe Accor. Donc, vous voyez, c'est là où, même si parfois les chiffres, il faut les mettre entre parenthèses, ça montre l'importance, en fait, du périmètre et l'importance de leur évolution dans à la fois les grandes métropoles, mais également dans des contrées plus lointaines ou dans les campagnes où maintenant on trouve effectivement des locations sur Airbnb. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Airbnb a visé une clientèle de particuliers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hôteliers indépendants qui mettent leurs hôtels sur la plateforme et la clientèle affaires d'Airbnb ne cesse d'augmenter puisque ça représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Donc on voit bien en fait une évolution de la clientèle ciblée à la fois en termes d'offres et en termes de consommateurs. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, je reviens sur Airbnb et les continuités par rapport à, tu as parlé de l'économie d'usage. WeWork, ils n'ont rien inventé. Simplement, ils se sont dit, ils sont partis d'un constat très simple. En 2008, au moment de la crise financière dont tu as fait référence tout à l'heure, à New York, ils se sont dit, il y a une quantité importante de superficie allouée et une demande également d'entrepreneurs, d'indépendants. Donc, en fait, au départ, l'idée, c'est on va mutualiser les coûts, comme ça, on va pouvoir partager la superficie. Sauf qu'aujourd'hui, WeWork a évolué. Et si on prend, par exemple, les 2 emplacements à Paris de WeWork, rue Lafayette et demain dans le Marais, leur stratégie, c'est d'héberger plutôt des entreprises par poste de travail, au minimum 50, voire 100 postes par espace. Alors qu'au départ, en fait, ils visaient des indépendants, des jeunes start-up, de 2-3 collaborateurs. Aujourd'hui, elles changent de modèle. Donc c'est intéressant de voir cette évolution également rapide par rapport à leur stratégie. Oui, mais alors justement, c'est intéressant de prendre ça parce qu'on peut rebondir et dire la chose suivante. Tous ces nouveaux modèles, Airbnb, Uber, etc., bon, c'est intelligent, c'est magnifique. Et en même temps, on voit bien que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a du nouveau qui est en train de naître, mais ça ne peut pas durer comme ça. Pourquoi? Vous prenez Uber, par exemple. Bon, c'est génial. Mais Uber, ils n'ont pas construit les routes, ils n'ont pas fait les feux rouges, etc., etc. De même que Airbnb n'a pas construit les appartements, n'a pas construit les locaux. Autrement dit, il faudra bien qu'un jour, quelqu'un continue à construire les routes, à construire les maisons, etc. Alors que pour l'instant, les nouvelles structures vivent complètement sur cet héritage. Donc on voit l'ancien monde en train d'accoucher du nouveau, avec un transfert de pouvoir, un transfert de valeur ajoutée, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Et c'est pour ça que je dis, soyons modestes et restons ouverts pour voir un peu où vont toutes ces expériences. Mais si on veut aller un peu plus sur l'immobilier, il y a une chose qu'on peut dire sur l'immobilier, parce que ça va toucher vos métiers. Bon, d'abord, puisque plusieurs d'entre vous là, êtes en train de faire des études dans l'immobilier, au master de Nicolas, vous avez choisi un bon endroit parce que l'immobilier aura beaucoup d'argent pendant 20 ou 30 ans. Bon, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Bon. Mais surtout, immobilier aujourd'hui veut dire immeuble. Et veut dire une certaine segmentation des métiers. Ces 2 choses-là vont changer. C'est-à-dire que les immeubles, l'immeuble comme centre de gravité de l'immobilier, c'est en train de se disparaître au profit du quartier, parce que ce qui compte aujourd'hui dans cette métropolisation qui s'accélère, c'est la dynamique d'un quartier, c'est la proximité entre le logement et le lieu de travail, etc., etc. Donc, un président de grande société immobilière ne dira plus « moi je suis le président de telle foncière » ou « je suis le président de tel promoteur », il dira « c'est moi qui refais la partie est de Lyon » ou il dira « je suis l'auteur du nouveau quartier de Nantes ». Déjà,
ce déplacement-là. Et ensuite, la carte des métiers va nécessairement complètement fusionner. C'est-à-dire que probablement demain, une carrière dans l'immobilier sera peut-être tant d'années avec un poste dans l'entreprise, disons, d'architecte, et puis tant d'années avec un poste de promoteur, puis tant d'années avec un poste de financier. C'est-à-dire que la carte des métiers est en train de changer complètement. Et ça, c'est l'effet à la fois de la financiarisation et de la digitalisation. À toi, Nicolas. Alors justement, tu parles des mots ou des mots-clés qui me parlent aussi, c'est-à-dire que cette financiarisation, pour moi, je l'associe aussi beaucoup par rapport aux nouvelles technologies, mais pas seulement. Le rapport au temps. Le rapport au temps. Pourquoi? Il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on était opérateur sur des marchés financiers, le long terme, c'était 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, pour un opérateur, long terme, je parle au niveau de l'approche financière, c'est 1 an. Donc le rapport entre soi et le temps a évolué considérablement. Les nouvelles technologies dont vous disposez également ont favorisé, ont contribué à cette accélération, puisque les nouvelles générations, Y, Z, vous êtes vous-même, dans votre quotidien, sur le plan personnel et professionnel, de plus en plus impatients. Donc, Guy, toi, en tant qu'observateur, j'aimerais que tu nous donnes une version, ta version, par rapport au temps. Bon, et en plus, on approche un peu de la conclusion, puisqu'on approche de l'heure finale, là. Et moi, je dirais déjà que bon, la question du temps, hein, c'est une question vieille comme le monde. Et déjà, la question de long terme a toujours été très compliquée. Il se trouve que dans les années 80, j'étais sur une table de trading. Je peux vous dire que le très long terme, c'était 48 heures à l'époque. Pour un trader, 48 heures, c'est trop long. 24 heures, ça y est, vous êtes dans le moyen long terme, quoi. Donc il y a toujours eu ces écarts. Ce qui est vrai, c'est que dans l'immobilier, le temps était très long. Le temps était long parce qu'entre le moment où vous conceviez un immeuble et le moment où vous le visitiez, il pouvait y avoir 7 ou 8 ans, hein, entre le moment où vous commenciez à acheter le terrain, etc., voire 10 ans parfois. Bon. Donc ce temps-là, on est une société qui s'accélère. Mais maintenant, il faut faire attention. Il y a 2 attitudes par rapport au temps. Et il y a l'attitude consistant à vieillir, disons, et à bouger plus lentement, ce qui n'est pas forcément bonne, mais il y a aussi l'attitude qui consiste à être un peu psychotique, un peu frénétique et bouger trop vite. Et l'attitude, je dirais, par rapport au temps est très très intéressante des sociétés. Regardez comme nos hommes politiques ici en Occident ont un horizon à très court terme. Hein, c'est banal de le dire. Bon. Regardez comme des pays comme la Chine ou l'Inde ont des visions en termes. Moi, je me souviens, en 2002 ou 2003, on était allé quelques-uns à Shanghai et on avait vu le quartier de Pudong. Vous savez, Pudong, c'est une sorte de défense. Hein, la défense, voilà. Sauf que là-bas, ils n'avaient pas 40-50 tours comme à la défense, ils en avaient déjà 2000. Bon. Il y en a plein qui étaient vides. Alors, on leur demande. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a une explication, c'est que chaque famille grande famille se doit de posséder sa tour. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas un compte d'exploitation, un compte de résultat par tour. C'est, bon, bah, quand on a du riz, du papier, de l'automobile, on a une tour. Bon, si la tour n'est pas rentable, c'est pas grave. Mais il y avait autre chose que nous répondait, c'est, attendez, en 2046, nous serons la première capitalisation du monde, on en aura besoin. Vous imaginez un homme politique français parler en ces termes à un visiteur? Et donc, la façon de voir loin est terriblement intéressante. Et l'essentiel, je dirais, dans ce rapport au temps, et je suis sûr que toi de ton côté, puisque je sais que c'est l'un des sujets dans tes cours, tu dois dire des choses sûrement très intéressantes. Moi, sur le temps, j'insisterai beaucoup sur le fait que nous avons du temps. Si une société se dit « j'ai du temps devant moi », elle peut faire des choses. C'est ce qui se passe avec la Chine actuellement, c'est ce qui se passe avec la Russie, c'est ce qui se passe avec l'Inde. On s'aperçoit que dans nos pays, on n'a pas le temps, on veut des résultats tout de suite. Je veux dire qu'un problème comme le logement, par exemple, est mal pris,
Parce que si vous demandez à un ministre du Logement d'avoir des résultats tout de suite, ce n'est pas la peine. Le logement, ça se prépare longtemps à l'avance. Si on veut vraiment résoudre le problème du logement en France et faire que les loyers soient plus accessibles à ceux qui travaillent, que les prix d'achat soient plus accessibles, etc., il faut se dire, bon, dans 15 ans, on aura tant de ménages en plus, il faut construire tant de logements, on va faire ceci, on va faire cela, on va voir avec l'INSEE quelles sont les villes où il y aura plus de gens, et on va s'y mettre. Mais si on demande à ce ministre d'avoir un résultat sur 2 ans, c'est pas la peine. Et donc, à force de faire tout pour dans 2 ans, dans 2 ans, dans 2 ans, dans 2 ans, ou parfois pour cet hiver parce qu'il faut loger des sans-abri, on ne résout jamais le logement en France. Et moi je dirais que ce rapport au temps, il devrait être inversé, c'est-à-dire qu'on devrait vraiment mettre du temps long. Puis j'ai envie de faire une petite conclusion, puisque je vois que là il est l'heure, une petite conclusion. De toute façon, il y a quelque chose qui va se passer, que personne n'attend mais qui va se passer. Alors je peux le dire. Qu'est-ce qui est une fin déjà? Une fin pour l'humanité? Oui. Eh bien oui, il y en a une. Je peux vous la dire. Alors, lisez Demain les chiens de Clifford Chirac, c'est un livre extraordinaire, écrit en 43-44. Il y a déjà Internet dedans, il y a déjà le travail à domicile, enfin le télétravail, etc. Et moi, je dirais la chose suivante. Dans toutes ces premières de l'humanité, il y en a une qui est terrible, c'est qu'il n'y avait jamais eu, mais jamais, enfin, de mémoire de monument ou de mémoire de papier, si vous voulez, il n'y a jamais eu plus d'1 milliard de gens sur la Terre. Bon. Puis d'un seul coup, là, on est 7,5 milliards. Et en plus, ça bouge, et puis tout le monde veut une place au soleil, etc., etc. Donc, on est comme des gamins dans une cour de récréation, on va finir par se taper sur la figure. Et c'est obligé. Sauf si, et là, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, mais sauf si, d'un seul coup, tout le monde se dit, et si on avait une grande ambition, et si tout le monde prenait cette grande ambition? Alors, je l'explique. Ça s'est passé en 1945. Juste après, Nagasaki et Hiroshima. Vous savez qu'il y a eu, on le sait maintenant, une révolte des physiciens nucléaires. Qui se sont dit, non mais ça va pas, on a mal été dans notre travail, c'est effrayant, et puis les Russes, ils vont nous attaquer. Alors, c'est devenu fou. Là, ça a été les savants fous. Il y en a un qui voulait qu'on bombarde la Russie, il y en a un autre qui voulait qu'on révèle tout de suite tous les secrets de la fabrication de la bombe, etc., etc. Et il y a un garçon de la marine qui était par ailleurs écrivain de science-fiction, qui a été envoyé donc par la marine pour calmer ses anciens copains en lui disant, donc il a parlé un peu avec tout le monde, etc., etc. Il a à peu près calmé le jeu. Et puis, après une journée éprouvante, il a été voir ses copains. Il y avait Heinlein, je crois. Il y avait... Bon, enfin bref. Je suis sûr qu'il y avait Heinlein. Il y avait Hubbard. Il devait y avoir Asimov. Et il y avait encore un autre. Bon, peut-être Bradbury. Et je ne sais pas combien de bières ils ont bu. Mais ils se sont dit, ils vont tous se taper sur la figure. Il faut qu'on les occupe. Alors ça, c'est la vraie théorie du complot, mais c'est un complot qui a marché. Et autour de quelques bières, ils se sont dit, il faut qu'on lance une mode, il faut qu'on lance la conquête de la Lune. Et de ce jour-là, et c'est très intéressant parce que maintenant on le sait, on a les pièces, si vous voulez, mais de ce jour-là, on voit que la littérature, aussi bien de fiction que de vulgarisation scientifique, a été complètement orientée vers la conquête de la Lune. Et on peut dire que ce truc-là nous a sauvés pendant la guerre froide. Parce que pendant que les Américains et les Russes faisaient une course à l'espace, ils ont moins pensé à se taper dessus. Et un phénomène que je trouve très intéressant, c'est que la Russie et la Chine ont passé il y a quelque temps un certain nombre de traités, notamment pour la conquête spatiale. Parmi les grandes ambitions de la Chine, le président actuel, qu'on nous présente maintenant, qu'on va bientôt nous présenter comme un dictateur, je ne sais pas ce que c'est, moi. J'ai pas bien compris, moi, entre le communisme, le capitalisme, etc., j'ai du mal. Mais toujours est-il qu'il a donné comme grande ambition pour son pays, une ambition dans laquelle ils vont mettre énormément de moyens, la conquête de l'espace. Je ne sais pas quel sera le grand jeu sur les prochaines années, mais si on ne se trouve pas un grand jeu, bah oui, il y aura une fin pour l'humanité. Et si on se trouve un grand jeu, il faut savoir que de toute façon, vous savez, toutes ces histoires d'économie de la décroissance, c'est bien gentil. Mais la nature, c'est la nature. Dans la nature, tout pousse, tout grandit. Donc si l'humanité n'a pas une conception d'une croissance, quelle qu'elle soit,
Hein. Ça pourrait être plein de monastères, je ne sais pas, la croissance dans ce qu'on veut. Mais il faut un développement quelque part, il faut une ambition. Sinon, bah, on va tous se taper dessus. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup d'ambition et je vous souhaite surtout beaucoup de succès dans vos études. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et merci Guy d'être venu pour cette soirée. Merci beaucoup.